Bienvenue Nabil Adel. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir. Toujours un plaisir de vous revoir, c'est Rachid. C'est toujours un plaisir et un plaisir partagé. Cher Nabil Adel, je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'ESCA et analyste économique. Donc ma première question je serais curieux de savoir ce que pense Nabil Adel de tout ce qui est dans l'atmosphère ambiante aujourd'hui, avec des tensions et bras de fer à distance entre la puissance publique, les pouvoirs publics et les commerçants grossistes. Je pense que pour que les auditeurs comprennent qu'est-ce qui est en train de se jouer là, il faut situer les choses dans un contexte plus global. Aujourd'hui, l'État, dans le cadre de la loi de finances, a pris des engagements sociaux forts vis-à-vis de la population, mais en même temps des engagements vis-à-vis des institutions internationales de maintien des équilibres macroéconomiques. Donc là, c'est une équation qui est extrêmement délicate dans la mesure où il faut jongler avec des contradictions. Et donc l'État est en train de vouloir compenser ses engagements fiscaux par des rentrées fiscales. Et là, on est en train de chercher dans toutes les niches, là où il y a des manques à gagner, où il y a une possibilité de l'argent à collecter aussi. Mais... On est large à collecte, et ça a commencé avec les professions libérales, maintenant c'est les commerçants, et puis ça va aller crescendo. Est-ce que c'est un élargissement plus ou moins de l'IS qui est en train de s'opérer avec un élargissement de l'impôt en général. Fiscale, oui. Parce qu'il y a de l'IS et aussi de la TVA. Oui. Il y a de l'IR. Il y a de l'IR professionnel aussi. Donc, donc on est en train d'élargir au maximum parce que là, nous sommes face à une double contrainte. D'un côté, on ne doit pas laisser filer le déficit parce qu'on a les engagements internationaux. Et deuxièmement, on doit faire face à une demande sociale de plus en plus importante. Donc, ce qui explique pour vous le fait que les pouvoirs publics ont décidé d'agir. D'agir. Parce que c'était prévu, cette disposition fiscale, je le rappelle, était prévue déjà dans la PLF 2018. Donc, maintenant, les choses s'accélèrent. 2019, les choses s'accélèrent. Maintenant, les choses s'accélèrent parce que c'est une urgence. Ou alors, les choses devaient s'accélérer. Et de toutes les manières, on pouvait le prévoir à la lecture de la loi de finances. Quand vous avez un gouvernement qui vous dit « je vais faire du social, mais en même temps, je vais maintenir les équilibres macroéconomiques », qu'est-ce qu'il a fait ? D'abord, il a relancé la privatisation. Et il faut timidement. Mais il a fait. Oui. Et il faut aller chercher pour compenser ces dépenses sociales. Donc, il faut augmenter les recettes d'impôts. Et donc, c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Donc, c'est ça, juste pour situer... Ça, c'est le cadre général. Le cadre général. J'ai besoin d'argent pour financer les politiques sociales. Et pour tenir mes engagements. Et pour tenir mes engagements macroéconomiques. Voilà. Donc, finances financiers internationaux, comme le FMI, par exemple. Voilà. Et donc, du coup... je dois aller chercher de l'argent là où il est, donc, au niveau de la fiscalité, sachant que plus de 80% des ressources de l'État maroc proviennent de la fiscalité. Essentiellement d'ailleurs, malheureusement d'ailleurs. Oui. Parce qu'il faudrait trouver aussi d'autres leviers de recettes fiscales. Mais simplement sur la méthode. Est-ce que vous, en tant qu'analyste économique, enseignant-chercheur, vous faites partie de celles et ceux qui sont critiques à l'égard de la démarche entreprise par la Direction Générale des Impôts, déficit de communication, il aurait fallu accompagner, il aurait fallu faire du porte-à-porte auprès des commerçants grossistes, parce que je rappelle que les petits commerçants, les petits détaillants ne sont pas concernés, puisqu'ils sont sous le régime forfaitaire. Est-ce que vous êtes critique là-dessus ou vous dites non ? En fait, aujourd'hui, on est tous des grands garçons. L'État est dans son rôle, les commerçants sont aussi dans leur rôle, mais leur rôle aussi, c'est de payer l'impôt dû. Mais écoutez, je pense qu'il y a une ambiance malsaine dans le débat national qu'il faut apaiser. Je vais commencer par payer ma cotisation dans ce débat et dire que tout le monde doit payer son impôt. Ça, c'est clair, et personne ne doit se soustraire à hauteur de sa richesse. Il faut qu'il contribue aux ressources de la patrie. Donc ça, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un de raisonnable qui puisse dire le contraire. Même si, de l'autre côté, se pose la question de la contrepartie de cet impôt que nous payons. Mais bon, on va rester sur la partie, tout le monde doit payer son impôt à hauteur de ses ressources. Maintenant, que disent les commerçants ? Je ne suis pas là pour les défendre. Ils disent, nous, on n'est pas contre le paiement de l'impôt. Et je ne pense pas avoir entendu quelqu'un dire, je ne veux pas payer les impôts. Oui, parce que c'est difficile à dire aussi. Voilà. Non ? C'est difficile à dire. Mais ça passerait mal, je pense. Ça passerait très mal. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas leur reprocher leur position. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent ? Vous voulez, d'un seul coup, nous demander une comptabilité électronique, une connexion à la système DGI, de collecte d'informations financières, de la DGI, et qu'on commence à facturer toutes nos transactions. Quelqu'un de puriste, qu'est-ce qu'il va vous dire ? Il va vous dire, oui, c'est ce qu'il doit faire. Mais quelqu'un de réaliste va vous dire, écoutez, ce sont des gens dont la grande partie des transactions ne peut pas se passer par des factures. Il y a les petits bancs, il y a le noir, il y a toutes pratiques de tout genre qui sont accumulées pendant de longues années. L'État ne peut pas se réveiller d'un seul jour et exiger à tout le monde de rentrer dans les rangs et de commencer à fonctionner d'une manière moderne. Le deuxième point
qui est vraiment bloquant, et c'est ça ce qu'il faut souligner, c'est qu'on ne peut pas demander aux gens d'avoir un mouchard dans leur comptabilité, dans leur système d'information. C'est ce que je dis, je l'assume. Un mouchard. Ah oui, c'est un mouchard. C'est un mouchard. C'est il y a les transactions commerciales. Là. Voilà, toutes vos transactions en lien avec la DGI. Il faut savoir que la liberté individuelle n'a pas de prix. Alors, personne n'est contre les contrôles. Que la DGI fasse les contrôles qu'elle veut, au moment qu'elle souhaite et qu'elle pense opportun. Mais de là à ce qu'elle s'installe en tant que co-gestionnaire du commerçant, quand je dis le commerçant, pas le commerçant au sens large. Oui. C'est vraiment l'homme d'affaires, le commerçant au sens large. Le grand négociant, quoi. Non, pas le grand négociant, je parle du commerçant, celui qui a un statut de commerçant. Oui. Banque, assurance, industriel. Très bien. Ceux qui ont un statut de commerçant. Oui. Et qu'on devienne un co-gérant, là, on est dans le Big Brother. Et ça, c'est grave. Est-ce que c'est le cas? Non. Parce que ce que vous dites là, moi, je n'ai pas entendu des fédérations ou des associations de représentants de commerçants grossistes dire ils veulent nous mettre. Vous avez qualifié de mouchards dans nos ordinateurs pour pouvoir suivre en ligne toutes nos transactions commerciales. Ils l'ont pas exprimé de cette manière, mais ils sont contre d'être connectés systématiquement pour toutes leurs transactions au système d'information de la DGI. Pour vous, c'est une position légitime de la part des commerçants grossistes. Elle est légitime et il faut la défendre jusqu'au bout. Est-ce que ça faisait partie du deal, selon vous, qui avait été validé il y a une dizaine de jours? Je pense qu'ils sont en train de revenir sur cette disposition parce qu'elle est quand même un peu forte. Mais aujourd'hui, il faut qu'on délimite clairement les périmètres. L'État n'a pas à rentrer dans la gestion de l'entreprise. Alors encore une fois, pour qu'on prenne pas mal ce que je dis... J'ai bien dit la gestion quasiment à la minute. Non mais vraiment en temps réel. Maintenant, parce que la facturation électronique, c'est ça. Voilà, maintenant, que l'État fasse des contrôles, qu'il réclame l'impôt, ça c'est légitime. Que ça devient un contrôle continu et permanent, ça c'est pas légitime. Donc pour vous, l'enjeu du débat... Et je pense que l'enjeu est là. Et peut-être que la sortie de crise est là. La sortie de crise, est-ce que c'est le point d'achoppement en fait, de tension entre les pouvoirs publics et les commerçants grossistes? Vous savez, quand vous commencez à gratter un peu, vous avez tous les mots qui sont soulevés d'un seul coup. Alors vous avez gratté sur la fiscalité, les commerçants ont sorti leur cahier de doléances. Sur la douane, vous savez, quelqu'un qui ramène un conteneur, c'est un élément qui est très important, il ramène un conteneur. Pour une petite erreur d'une virgule sur un document, le conteneur reste 3, 4 semaines, 5 semaines. Lui, il est en train de payer le surrestar. De tant et si bien que quand il le sort, il le vend déjà à perte. Parce qu'il a payé sa marge en frais de retard. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on veut imposer aux commerçants grossistes, c'est-à-dire d'avoir un logiciel ou un logiciel de non, en fait, ce que je veux dire, c'est que quand on a gratté sur la fiscalité, on a ouvert tous les dossiers en même temps. C'est pour ça qu'il y a cette tension. C'est ressorti, voilà, c'est ressorti. La douane, la CNSS, les contrôles et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a une alternative là? Est-ce que lorsque vous dites effectivement, il y a beaucoup d'importateurs qui se plaignent, de dire voilà, moi quand je fais venir un conteneur de Chine ou d'un autre continent, des fois pour une virgule, peut-être parfois pour des futilités, mon conteneur est stacké pendant X jours et pendant ces jours-là, je paye. Oui. J'ai pas accès à ma marchandise et puis j'ai des frais. Est-ce que là aussi, peut-être que la Direction Générale des Impôts, avec les douanes, doivent aussi peut-être se pencher sur le sujet? C'est-à-dire que quelque part, c'est une alternative économique. Comme une espèce de carotte fiscale quand on veut... Ce qu'il faut dans ce pays, c'est qu'on n'ait pas des exigences dans un seul sens. C'est toujours l'État qui exige aux opérateurs. Pas de dynamique unilatérale. Voilà, mais il faut quand même que l'État prenne en compte les doléances qui sont souvent très légitimes de ces mêmes commerçants. C'est aujourd'hui, nous avons des difficultés avec cet État. Vous ne comprenez pas le stress au quotidien pour n'importe quel document. On est en train de faire des tours de 36 000 administrations et ça coûte du temps, ça coûte de l'argent. Aujourd'hui, on vous exige encore d'aller légaliser des documents qui ne servent strictement à rien. Mais il n'y a pas la signature électronique? Non, on n'y est pas encore. Non, c'est pas encore à jour. Donc, en fait, ces exemples, c'est pour illustrer qu'il ne faut pas que les exigences soient dans un seul sens. Que l'État exige. Naturellement, l'État doit exiger, mais l'État doit aussi entendre les doléances de ceux qui créent la valeur au quotidien. Est-ce que lorsque Moulahfel Alami, ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Économie numérique, dit, je cite et j'ouvre les guillemets, c'est la pagaille, et les grands commerçants manipulent les moyens et surtout les petits, et c'est ça qui crée une situation compliquée sur le terrain avec des manifestations encore et des grèves, est-ce que quel crédit vous accordez à c'est la pagaille et il y a de la manipulation? Je voudrais pas commenter les propos du ministre, c'est pas mon droit là. Mais ce que je veux dire, c'est que dans toute lutte, de quelque nature qu'elle soit,
vous avez toujours des gens qui vont essayer de défendre leurs intérêts. Certains le font d'une manière propre, d'autres d'une manière qui n'est pas tout à fait propre. Mais Il y a propre éthique. voilà, éthiquement. Maintenant, je n'ai pas à m'exprimer ni sur la position des uns, ni sur la position des autres. Mais aujourd'hui, le fait qu'on gratte sur la fiscalité va ouvrir plusieurs dossiers. Or, l'État n'était pas prêt à faire face à tous les dossiers. Et du coup, il se retrouve paralysé. Bien sûr, quand on vous sort avec des choses précises, concrètes, voilà ce qu'on vous reproche. Alors, en contrepartie de l'impôt qu'on va vous payer, voilà ce qu'on vous reproche. S'il vous plaît, nous, on n'est pas contre le paiement de l'impôt. On a commencé par dire ça, mais s'il vous plaît, voilà toute la liste de ce que nous vous demandons et que vous ne faites pas. Et l'État n'était pas prêt À répondre. parce qu'il y a une situation pluralité d'administration qui intervient dans le processus et vous avez un seul ministre qui porte le chapeau. C'est pour ça que le dossier a été repris en main par le chef du gouvernement, parce que les commerçants posent des problèmes qui sont beaucoup plus larges que le simple périmètre du ministre du Commerce et de l'Industrie et des Finances. Juste une dernière petite question avant de passer au deuxième axe du débat, qui est lié sur la conjoncture économique et sur la relance et les leviers possibles. Si je vous dis, Nabil Adel, que la moyenne de l'IR professionnel payé par les commerçants grossistes est de l'ordre de 5 000 dirhams par an. Vous me dites qu'il y a de la marge. Vous me dites non, j'ai pas de commentaire particulier. Alors, je ne suis pas fiscaliste. Oui. J'ai fait des sources officielles, Direction Générale des Impôts. Voilà. Oui. Tout le monde y a longtemps. Alors, je sais que un impôt, c'est une assiette fois un tout. Alors maintenant, quand on dit que c'est pas suffisant, c'est-à-dire que quelqu'un... Est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous dites il non, paye que ça me ou choque pas parce que, pour une raison très simple, c'est que je sais qu'en tant que commerçant, j'ai de bonnes années et de mauvaises années, et je ne gagne pas de l'argent tous les jours. Parfois j'en gagne beaucoup et parfois j'en perds beaucoup. Maintenant, la moyenne vers quoi elle va tendre, je suis incapable de vous dire. Mais effectivement, de prime abord, ça peut choquer. 5 000 dirhams, c'est le dernier des salariés, puis plus que ça. C'est-à-dire que les commerçants grossistes, c'est autour de 5 000, les médecins libéraux, c'est autour de 20 000. Alors, encore une fois, juste pour l'opinion publique, en fait. Pour l'opinion publique, c'est très important parce qu'il ne faut pas quand même... Et ça, c'est ce qui contamine le débat national, c'est qu'on met à l'index une population. Non, ça, il faut, à mon avis, éviter. Prenez par exemple les médecins. Naturellement, vous avez de grands médecins, de grands chirurgiens qui gagnent beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de confondre le maximum avec la moyenne. Vous avez des médecins qui gagnent beaucoup d'argent, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, je connais des médecins qui arrivent à peine à joindre les deux bouts. Comme des avocats, comme des notaires. Comme les avocats, comme les notaires. Donc, penser que toute la profession gagne beaucoup d'argent, c'est exagéré. Maintenant, ceux qui gagnent de l'argent, et puisque l'administration fiscale les connaît, il n'a qu'à exercer des contrôles. De toute façon, ils sont parfaitement identifiés. On parle de 5 000 commerçants grossistes qui sont parfaitement identifiés. L'État n'a qu'à activer des contrôles, c'est tout. Les contrôles et les redressements. Mais ça ne va pas polluer encore plus la situation? Est-ce que ça ne va pas encore plus polluer l'atmosphère? Je ne pense pas. Sachant ce qui s'est passé pour les professions libérales? Je ne pense pas. Écoutez, les gens sont raisonnables. Et le Marocain est raisonnable. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de révolution dans ce pays. Parce que les gens sont raisonnables. À partir du moment où ils ne se sentent pas lésés, ils ne sentent pas qu'il y a une injustice, ils acceptent. Il va rouspéter un peu, il va faire la tête, mais il finira par payer parce qu'il sait qu'il n'y a pas eu d'injustice. Maintenant, si les contrôles se font dans la régularité et qu'on ne sent pas qu'il y a un acharnement, parce que c'est l'impression qu'on donne, c'est qu'il y a un acharnement. Si ça se passe d'une manière apaisée, et qu'on ne pointe pas une population à l'index, naturellement, ça ne peut que bien se passer. Et les gens paient leurs impôts sans problème. Sans problème. En tout cas, c'est une affaire, un dossier toujours en suspens depuis le début de l'année, qui vient et qui s'invite, j'ai envie de dire, dans une nouvelle année économique, une conjoncture, un contexte qui reste compliqué. Mais je pense que c'est le genre de choses qui... C'est ça. Un pays doit fonctionner comme ça. Il y a des tiraillements partout. Par des rapports de force aussi. Il y a des rapports de force, c'est normal. Des blocages, vous savez, un président américain où les fonctions ne sont pas payées. 800 000 fonctionnaires. Voilà, ils ne sont pas payés. Un mois et demi. Ça, on n'a jamais vécu ça au Maroc et j'espère qu'on ne le vivra jamais. Donc, vous voyez, ce n'est pas propre au Maroc. Dans tous les pays, vous avez des rapports de force qui se déploient, vous avez des tensions, et puis l'idée, c'est d'arriver à régler ça. C'est intéressant, Nabil Adel, parce que 820 000 fonctionnaires qui ne sont pas payés aux États-Unis suite au shutdown, c'est ça, le plus long de l'histoire d'ailleurs, c'est à peu près le même nombre de fonctionnaires que nous avons chez nous. Exactement. Donc dans un pays de 400 millions d'habitants qui est la première puissance. Mais ça, ceci est un autre débat qu'on posera un jour d'ailleurs. Mais sur la relance économique, là c'est Nabil Adel. Donc on fait quoi aujourd'hui? Ahmed Halimi, le patron du HCP, le Haut Commissariat au Plan, a fait une sortie qui a été perçue comme un séisme un petit peu politico-économique et financier en disant laissons filer les déficits, créons les conditions pour nous pousser inflationnistes, quitte à ce que l'inflation soit à 2,5 ou 3%, parce que
clairement, entre guillemets, on n'en mourra pas, c'est selon les dires de Ahmed Halimi, pour relancer les... Voilà, on ferme, on laisse filer les déficits, on laisse filer l'inflation, et quitte à ce qu'il y ait une hausse des prix, pour booster la croissance. Est-ce que pour vous, c'est une ligne très keynésienne? Est-ce que pour vous, ça va dans le bon sens? Et ça a du sens, d'ailleurs, ce propos et cette orientation économique exprimée par Ahmed Halimi. Écoutez, Rachid, je vais vous faire une confidence. Pendant longtemps, j'ai défendu cette thèse. Dans mes écrits, dans mes chroniques, j'ai défendu cette thèse. Mais après, j'ai changé d'avis. Pour une raison très simple. Quand on ne voit pas les faits, c'est qu'on est aveugle. Et Keynes, dont on s'inspire, disait toujours, quand on lui reprochait de changer constamment d'avis, il a répondu à son détracteur, quand les données changent, je change d'avis. Et vous, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Est-ce que vous maintenez votre même position? Aujourd'hui, c'est quoi le débat? Quand on va laisser filer les déficits, ça veut dire que l'État doit, par le biais de la dépense publique, créer de la dynamique économique. Donc, il va financer ça par de la dette. Oui. Et donc, ça va créer une poussée inflationniste. Mais c'est ce que fait l'État depuis presque 18 ans. L'État a un taux d'investissement qui est extrêmement élevé. Un tiers du PIB. Même si c'est en train de se contracter un petit peu aujourd'hui, mais bon. Sur la tendance, c'est le tiers du PIB. Et pourtant, tous les rapports qui sortent disent que c'est un taux qui est important, mais donc le rendement est extrêmement faible. Est-ce qu'on va continuer sur cette voie-là? Quand M. Halimi dit que l'inflation va passer à 2 ou 3%, on n'en mourra pas. Mais l'inflation, on sait quand est-ce qu'on la commence, on ne sait pas quand est-ce qu'on la finit. Pour vous, c'est quoi? C'est la temporalité dans le temps et l'impact? Ou alors c'est la proposition en elle-même? La proposition elle-même ne tient pas compte du fait que l'État au Maroc est un mauvais acteur économique. À chaque fois que l'État met la main dans un dossier, on n'a que des problèmes. On vient de sortir le rapport de la Cour des comptes sur la CDG, c'est quand même catastrophique. Et la CDG qu'on pensait être un modèle de gestion. Aujourd'hui, vous prenez... Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour que nos auditeurs comprennent? Oui. De manière assez simple. La production nationale, ou plutôt sa variation, est une quantité fixe. Soit elle va partir à la consommation, soit à l'investissement, soit aux dépenses publiques, soit à l'international. Quand l'État prélève une grosse part de cette production, ça va se faire au détriment des autres agents économiques. Mais on part du principe que l'État va en faire un meilleur usage que les autres agents économiques. Mais ce n'est pas le cas. C'est qu'aujourd'hui, quand l'État investit, on n'a pas plus de croissance par ailleurs, ou bien une croissance à court terme. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que si on laisse filer le déficit, on va soutenir surtout la croissance d'autres pays. Puisque le problème n'est pas un problème c'est pas un problème de demande. C'est un problème de structure économique. On a un problème d'offre aussi, non? Surtout ça. C'est voilà. surtout ça. C'est surtout ça. Mais attention, parce qu'il faut aussi rendre justice aussi, si je puis dire, à Ahmed Halimi. Ce n'est pas la seule mesure qu'il propose. C'est aussi une mesure, c'est-à-dire laisser pousser l'inflation et la poussée inflationniste pour remettre à niveau aussi la création monétaire et d'avoir aussi une monnaie, c'est-à-dire un dirham, qui soit beaucoup plus en phase et en capacité de relancer un petit peu notre économie par l'offre et par la production. Non, c'est blanc. Et la productivité, vous voyez? C'est blanc, bonnet blanc. C'est blanc, bonnet blanc. Je pense qu'on a très mal compris Keynes. Keynes, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, la dépense publique est utile, c'est pour ramener l'appareil de production à une situation de plein emploi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut avoir au préalable un appareil de production. Mais quand vous ne l'avez pas, tout ce que vous allez faire comme dépense publique, on va dire qu'on va faire une route, ce ne sont pas les entreprises marocaines qui vont la faire, ou bien ils vont en faire une toute petite partie. On fait un barrage, ce ne sont pas les entreprises marocaines. Donc toute la relance par la dépense publique va profiter à l'international. Et donc, l'idée que Keynes disait, il faut que l'intervention de l'État a une seule condition, c'est qu'elle ramène l'appareil productif à une situation de plein emploi. Mais quand vous n'avez pas d'appareil productif... C'est-à-dire d'avoir une économie qui produit. Voilà, mais aujourd'hui, votre économie ne produit pas. Est-ce que si je lâche un peu d'inflation, est-ce que ça va, pour vous, selon vous, non, avoir un effet ou pas sur l'appareil productif et puis la production du tout. Au contraire, l'inflation, c'est un impôt sur les pauvres. C'est avec la même quantité de monnaie, vous achetez moins. C'est tout. Donc c'est un impôt sur les pauvres. Maintenant, le vrai sujet de relance dans ce pays, ce sont deux chiffres qui passent presque inaperçus. 8 000 défaillances d'entreprises en 2017. Oui. Et vous avez un rapport entre création et défaillance d'entreprises qui est passé de 10 à 4,5. Avant, pour chaque disparition d'entreprise, on avait 10 entreprises qui se créaient. Aujourd'hui, on n'en a que 4,5. C'est ça le cœur du problème. C'est qu'une économie est portée par ces entreprises.
par les entrepreneurs. C'est eux qui créent de la richesse et qui distribuent des revenus à tout le monde. Plus vous élargissez cette base, plus vous avez de la création de richesse et de la prospérité. Plus vous réduisez cette base, plus vous avez des crises économiques. Et ça va se répercuter surtout sur la bourse, sur le marché monétaire, sur le rendement obligataire, sur les retraites. Il y a un sur effet le déficit. d'enchaînement, un effet domino. Il y a un effet d'enchaînement. Mais il faut régler ce problème. Vous avez 8000 entreprises qui ont fermé en 2018, avec une croissance de 2 chiffres. Tant qu'on ne solutionne pas ce problème, tout le reste, ce n'est que du maquillage économique. Est-ce qu'on peut le solutionner, ce problème ? Bien sûr qu'on peut le solutionner. Et heureusement qu'on peut le solutionner. Quand il y a des études qui ont été faites aussi, très souvent les défaillances d'entreprise, très souvent, c'est une mauvaise gestion, c'est pas avoir de vision, c'est une trésorerie où parfois il y a certains chefs d'entreprise qui confondent leur compte personnel avec la trésorerie de l'entreprise. Il y a aussi ça. Oui, en fait, oui. Je veux pas dire que c'est ça, mais il y a aussi ça. Bien sûr, mais ça c'est quand même ça, c'est l'argument propagandaire utile, c'est la faute à l'entrepreneur. C'est lui qui ne sait pas gérer. Non, attention. Mais non, il y a souvent des fautes de gestion. Le gros, c'est quoi? C'est que d'abord, vous avez des PME qui n'ont pas accès à la commande. Public. Public et privé, non, public et privé. C'est qu'aujourd'hui, cette économie commence à tourner en circuit fermé. Soit vous avez les bonnes introductions, aussi bien dans le public que dans le privé, et vous avez accès à un marché, vous devez connaître X ou Y ou Z, soit vous n'en avez pas, et vous avez des miettes. Ça, c'est le premier problème. C'est la PME qui se crée n'a pas accès à la commande privée ou publique. Deuxièmement, vous avez le problème des paiements qui tuent les entreprises, à commencer par l'État. Et ça va en cascade. Aujourd'hui, les entreprises, une PME ne peut pas tenir 300 jours avant d'être payée. C'est la moyenne dans certains secteurs. Et c'est une moyenne qui va en augmentant. Et ensuite, vous avez les problèmes de gestion. Mais d'abord, commençons par solutionner ces deux points. Et à chaque fois qu'il y a une entreprise qui disparaît, c'est presque une enquête qu'on doit ouvrir. Et non pas entendre 8000 entreprises qui ont disparu. Pour connaître parfaitement les raisons, le pourquoi du comment. Et puis surtout, solutionner. Et puis surtout, solutionner. Mais là, sur 2019, selon vous, juste en termes, je sais que vous n'avez pas forcément un patrimoine génétique qui vous permet d'anticiper un petit peu l'avenir, mais je veux dire, voilà, sur les instruments de relance tout de suite, là. Je fais quoi? Voilà, c'est quoi? Je sais que j'ai un endettement public qui est croissant, j'ai un endettement jumeau aussi, des déficits jumeaux qui sont là. On avait vu les chiffres du déficit commercial pour 2018, on le connaît, 204 milliards de dirhams, c'est 15 milliards de plus qu'en 2017. Donc voilà, ça va continuer. Franchement, Rachid, ça va continuer. C'est-à-dire, est-ce que l'État va gérer notre économie, sachant que les besoins en financement sont de l'ordre de 90-100 milliards de dirhams pour financer notre économie, va gérer sur la dette, sur l'endettement, sur l'emprunt, durant cette année 2019, où il y a, selon vous, d'autres possibilités, d'autres options? Je pense que le meilleur service que l'État puisse rendre à cette économie, c'est de la laisser tranquille. Et là, je pense que beaucoup de choses vont se régler. Que l'État s'occupe de ce qu'il doit faire. Réformer l'enseignement, mettre en place des infrastructures de bonne qualité, réduire le coût des facteurs de production. Je pense que le secteur privé, s'il a de la matière, il va créer de la valeur. Et surtout, instaurer un état de droit, aussi bien dans l'accès à la commande que dans le paiement. Et je pense que les entrepreneurs feront le nécessaire. Aujourd'hui, vous avez cet état qui est très pesant sur l'économie et qui empêche toute initiative privée de se développer. Et c'est la raison pour laquelle on est toujours en train de compter sur cet état pour faire tout. Aujourd'hui, si l'État fait juste convenablement ce qu'on lui demande, il aura rendu un très grand service à la communauté nationale. Donc en fait, le conseil de Nabil Adel pour cette année 2019, c'est que l'État laisse tranquille les opérateurs économiques et l'économie nationale et tout se passera bien. Voilà, et puis surtout, les domaines dont il a la charge, qu'il s'en occupe convenablement. L'enseignement, la justice, les domaines régaliens. Voilà, qu'il s'en occupe convenablement, sachant que l'éducation, ce n'est pas un domaine régalien. Mais déjà, à partir du moment où il gère ce dossier, qu'il s'en occupe bien. Qu'il s'occupe bien de la justice, qu'il s'occupe bien des infrastructures, qu'il s'occupe bien de la culture. Et ensuite, vous allez voir, la dynamique économique va se faire d'elle-même. Qui s'occupe bien aussi des emprunts, qui s'occupe bien de la dette. Oui, bien sûr, des deniers publics, bien sûr. Et prochaines générations. C'est une dèche. C'est une dèche, oui. Oui, c'est le lapsus révélateur, ça. C'est une dette qui va crescendo. Oui, non, mais c'est pour ça qu'elle est il y a une véritable croissance avec et c'est quoi ce qui est... Non, le problème, c'est que vous avez une dette dont le coût augmente plus rapidement que le revenu national. Et donc, ça peut aller en augmentant. Et donc, aujourd'hui, il est temps de faire attention au glissement. Vous avez beaucoup d'analystes qui vont vous dire, mais non, on est dans des limites acceptables. Regardez la France, elle a 100% du PIB. Regardez l'Allemagne, qui est endettée aussi. Mais ce sont des pays qui ont des structures productives qui fonctionnent. Nous n'avons pas encore de structure productive. Et donc, eux peuvent prélever sur le revenu national parce qu'ils créent de la valeur ajoutée pour pouvoir faire
face à ces dettes, nous, qu'est-ce qu'on fait? On a un peu d'agriculture, un peu de tourisme, un peu d'automobile à l'export, et puis c'est tout. Est-ce qu'on aurait été bien content aussi d'avoir une épargne nationale assez costaud? Parce que je vois un pays comme la France d'ailleurs, lorsqu'il y a eu la crise financière internationale, a pu s'en sortir aussi, et entre autres grâce à l'épargne un petit peu qui était disponible, donc pour réinjecter un petit peu tout dans l'économie nationale. Est-ce que nous, parce qu'on a une épargne nationale aussi qui se tarie, qui n'est pas très élevée, qui n'est pas dynamique, parce qu'il n'y a pas forcément de mesures incitatives aussi. En fait, du coup, il faut penser aussi à cette question-là, parce qu'on en parle très peu, mais ça peut être aussi... L'épargne nationale a progressé. Oui, mais là, elle stagne un peu sur ces dernières années. Mais ouais. Alors, encore une fois, l'épargne nationale, c'est juste un moyen. L'idée, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on fait de cette épargne nationale? Oui. Si cette épargne nationale, on va revenir à notre débat tout à l'heure, est accaparée en grande partie par l'État pour l'investir dans des projets qui génèrent un taux de croissance faible, ben, on est en train de tourner en rond. OK? L'épargne nationale doit être gérée ou bien investie par ceux qui vont en créer le maximum de revenus. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'État, quand il prélève de l'épargne nationale, il les fait dans des projets d'infrastructures, dans d'autres dépenses, beaucoup de fonctionnement, beaucoup de frais de fonctionnement. Ben, ça ne génère pas la dynamique économique nécessaire pour le décollage de ce pays. Donc justement, si on reste un petit peu sur l'exécutif, la puissance publique, je veux dire, est-ce que l'exécutif sera aussi suffisamment puissant? Parce que quand il recule devant les commerçants grossistes, moi ça m'interpelle et voire ça m'inquiète, pour lancer ou pour relancer les chantiers de réforme. Je ne vais pas parler de la caisse de compensation parce que je pense que c'est réglé quand on a vu que le budget a été revu à la hausse de la caisse de compensation, puisqu'il a été ramené de 15 à 18 milliards de dirhams. C'est-à-dire que je pense que la compensation ne va pas y toucher. L'État ne va pas y toucher en 2019. Les retraites, il y a eu une première version sous Abdellah Ben Karen 1 qui a été initiée. Là aussi, on annonce un acte 2 en 2019. Par exemple, la fiscalité, il y a les assises aussi qui sont prévues début mai. Donc peut-être qu'il y aura des petites choses qui seront faites dans ce sens. Mais sur les réformes, est-ce que ce gouvernement, cet exécutif, va être en capacité aussi d'aller aussi sur le terrain des réformes, et des réformes parfois impopulaires? Et je pense aux retraites par exemple, à la fois pour les fonctionnaires, à la fois pour le secteur privé, même si le secteur privé pour l'instant n'est pas d'actualité. Oui, il n'est pas encore d'actualité. Mais devrait faire l'actualité à mon avis dans très peu de temps. Dans quelques années. Ouais. Alors en tout cas, c'est un sujet qui est très délicat et un sujet passionné parce qu'il touche directement une partie de nos concitoyens, à savoir les retraités. Donc aujourd'hui, quand on veut clarifier les termes du débat, on va être taxé de tous les noms. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le système ou le régime de retraite actuellement au Maroc, par répartition, je pèse bien mes mots, est amené à voler en éclats. Alors je le dis et je le répète, ça va imploser. C'est-à-dire, vous êtes en train de dire que le modèle actuel, en fait, qui existe d'ailleurs depuis 1959. Depuis 1959, modèle par répartition, c'est-à-dire clairement un modèle de solidarité intergénérationnelle, Ouais. on est bien d'accord, va voler en éclats. Bien sûr, va voler en éclats, ça c'est presque une certitude mathématique. Donc vous êtes en train de dire qu'on va verser vers un modèle beaucoup non, mais justement, libéral c'est pas ce qu'on est en train de faire. Non, c'est pas on est en train de continuer sur la même voie. Voilà, on est en train de s'enfoncer davantage. Et juste pour expliquer, aujourd'hui, vous avez un modèle de répartition qui suppose une stabilité des paramètres, aussi bien en termes de durée de cotisation, qu'en termes de taux de pension, qu'en termes de durée de service de la pension. Mais tous ces paramètres ont complètement changé. Le rapport démographique a baissé. On accède plus tardivement au marché du travail, donc on cotise moins. On vit plus longtemps. Avant, on avait une espérance de vie de 62 ans, 63 ans aujourd'hui. 74 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, 74 ans. Et ça va. Depuis 10 ans, ça n'a pas bougé. Non, attention. Oui. Et on prévoit de passer d'une année chaque année. Chaque année, on va gagner une année. Ce qui est une bonne nouvelle. Non, c'est une très mauvaise nouvelle. De vivre le plus longtemps. Bien sûr. Ah, bah voilà, juste pour que vous soyez bien compris. Bien sûr. Mais pour les caisses de retraite, c'est qu'elles vont devoir servir des pensions pendant plus longtemps. Oui. Donc aujourd'hui, face à cette situation, qu'est-ce qu'on fait? On sait que ça ne pourra plus tenir. Ça ne pourra plus tenir parce que Ça fait 10 ans qu'on dit que ça va plus tenir. Ça fait depuis 2002. Oui, mais non, ça fait 10 ans, on le disait, attention. Il y a un problème, Il y a un problème qui va se poser dans 20 ans. Oui. Sauf que et à chaque fois, ça se raccourcissait. Aujourd'hui, certains services ont commencé à toucher leur réserve, leur matelas de réserve. Et c'est ça ce qui est grave. L'idée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, vous avez un système qui n'est plus en phase avec les réalités démographiques du Maroc. Et pourtant, on le défend vaille que vaille parce que pour des considérations idéologiques, naturellement, c'est beaucoup plus sympathique de dire un système de répartition, il y a de la solidarité, il y a, mais... Ça a du bon. Mais on n'a pas les moyens
de continuer comme ça. Sans rentrer dans le détail, pas les moyens, parce qu'on a aussi, pendant ces dernières années, pas une économie qui a créé suffisamment de richesses, suffisamment d'emplois, suffisamment de côtes. Si on avait une économie dynamique, extrêmement dynamique, avec des niveaux de croissance de 5, je suis d'accord avec vous, mais peut-être qu'on n'aurait pas ce problème structurel aujourd'hui des caisses de retraite. Mais à terme, ça va dans le mur. On ne va pas revenir sur les causes, beaucoup de gens en parlent, mais je vais m'arrêter sur 2 chiffres. Le rapport de la Cour des comptes de 2011 parlait d'un déficit cumulé de quelque chose comme 1100 milliards de dirhams. C'est à peu près 80% du PIB de l'époque. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et c'est ça le plus grave. Il a dit que les solutions paramétriques qu'il propose ne vont résorber que 60% du problème. Ça veut dire que vous allez avoir 40% quand même qui va être payé. Soit il faut que l'État la finance par de l'impôt, il n'en a pas les moyens, il faut être clair, soit que ça va être amputé de la pension qu'on va servir aux retraités. L'équation, elle est très simple. L'équation est très simple. J'ai plus de recettes fiscales et j'ai plus de recettes d'impôts pour financer, ou alors j'ai réduit le niveau de pension. Mais le premier point est contre nature. Parce que je ne dois pas prélever aux contribuables pour financer le pensionnaire, le retraité. Ça n'a aucun sens. C'est pas de la solidarité, ça? Non, la solidarité, elle est à l'intérieur du régime de retraite. Ceux qui ont cotisé doivent bénéficier. Mais moi, je paie un impôt et je n'ai jamais bénéficié de cette retraite. Pourquoi moi, agriculteur ou je ne sais pas, quel que soit le corps de métier, je vais prendre de l'argent qui devait servir au financement de l'éducation, de la santé, d'autres dépenses pour pouvoir combler le déficit de caisse pour une catégorie de la population parce que ces caisses étaient très mal gérées. Ça n'a aucun sens. On parle de la CMR, on parle des fonctionnaires. On parle en général, sans. Oui, mais c'est la caisse marocaine de retraite et des 860 000 fonctionnaires. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce système ne peut pas tenir. Et il ne tiendra pas. De toutes les manières, c'est qu'on est juste en train de pousser la date fatidique, mais il ne tiendra pas. Aujourd'hui, l'âge de départ, parce qu'il y a une première pré-réforme qui a été faite par le gouvernement Benken, on est bien d'accord. Donc, où l'âge de départ à la retraite a été ramené à 63 ans. Je crois que le taux de cotisation est passé de 10 à 14%. Et le mode de calcul a été revu aussi. Donc c'est plus la dernière année, c'est les 8 dernières années, on fait une moyenne. Exactement. Donc il y a une bonne. Déjà ça, a priori, ça a permis de réduire un petit peu le déficit. Non, ça ne permet de. Non, ça maintient le système. Ça maintient le système sous perfusion 6 à 7 ans, pas plus. Donc on va y être quasiment plus ou moins là-dedans. Après, le problème va se poser. Oui, on a 64 000 fonctionnaires qui vont partir en 2023. Et c'est essentiellement des hauts cadres aussi, donc qui dit hauts cadres, qui ont servi la patrie, qui ont servi la nation, qui ont servi l'administration, ça veut dire des grosses pensions de retraite. Donc ça risque aussi d'amplifier aussi la situation. Moi, en fait, ma question c'est, on est a priori à l'aube d'un acte 2 de la réforme des caisses de retraite. Qu'est-ce que vous préconisez, vous? Est-ce qu'il faut passer de 63 à 65 ans ou 67 ans, comme les Allemands, comme âge de départ, revoir encore à la hausse le taux de cotisation, alors que dans les environnements où le dialogue social est bloqué, et revoir aussi le mode de calcul, au lieu de le passer de 8 ans, on revient sur les 12 dernières années. Mais ça ne règle pas le problème. Écoutez, est-ce que vous voulez que je vous dise oui, mais ça ne va pas régler le problème. D'accord. Ça va pas régler le problème. Ça va encore le pousser de quelques années. Et ensuite, on va demander aux gens de travailler jusqu'à 70 ans, 72 ans. Imaginez nos entreprises quand on n'a que des seniors. Mais la vitalité d'une économie, c'est dans sa jeunesse. Parce que plus vous prolongez... Les seniors, c'est l'expérience, c'est l'expertise, non? Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais plus tant qu'on est en bonne santé, d'ailleurs. Attention, mais plus vous prolongez la durée du travail, plus vous retardez l'accès des jeunes au marché du travail. Donc il y a le risque de gonfler les chiffres du chômage. Mais c'est une équation à régler quand même. Et le financement? C'est la question du financement, en fait. Et des sources de financement, on est bien d'accord. Les caisses de retraite aujourd'hui ne peuvent pas s'autofinancer par le régime de répartition. Donc il faut passer à un régime de capitalisation. Où chacun... Ça, c'est pour les riches. Non, pour tout le monde. Oui. Non, mais c'est pour tout le monde. Vous dites en fait, Nabil Adel, que chacun va se payer sa retraite. Sa retraite. Attention. Ça, c'est la première partie du raisonnement. Maintenant, la solidarité, qui est nécessaire dans un pays, il faut l'organiser en dehors du système de retraite, pas à l'intérieur du système de retraite. En d'autres termes, on peut toujours prévoir une taxe spéciale sur les contrats de capitalisation pour combler la pension pour les petits salaires. Ouais. On peut imaginer une pluralité de solutions, mais en dehors du système de retraite, pas à l'intérieur du système de retraite. Faire comme les Espagnols qui ont fait payer plus les banques? Faire payer plus les banques, imaginer des taxes, faire des réductions d'impôts pour les entreprises et verser le reliquat sur
sur cette catégorie Donc, fragile de la population. donc, en fait, il faut être ingénieux là. Ingénieux, mais pour trouver il de nouvelles faut, sources de mais financement il faut concernant un les caisses de système, retraite. Ouais. système qui est en phase avec les réalités démographiques de ce pays. Si on unifie parce que je crois que c'est aussi parce qu'on en Ouais. parle depuis plusieurs années, unifier un petit peu les Oui, caisses ça, de retraite avec aussi un pôle public, un pôle privé, bien identifié, ou un seul pôle avec une espèce d'holding pour les caisses de retraite. Est-ce que ça permettrait aussi, selon vous, de compresser, de comprimer les coûts et les charges aussi? Parce que je pense qu'il y a aussi, dans ces charges-là, il y a du budget de fonctionnement qui est Oui. important. En fait, vous savez, Avec- quand on est étudiant, on avait des cours de ce qu'on appelle reverse thinking. Ça veut dire, on vous donne une situation, on vous dit, si vous deviez la rater, qu'est-ce que vous auriez fait? Ah, si vous deviez la rater. Voilà, c'est le Pas la réussir. reverse thinking. Comme ça, pour éviter de faire... Et effectivement, si on devait... La dernière chose à faire était de consolider les régimes Ouais. en pôle public et Les pôle faire fusionner, en fait. C'était la pire des erreurs. Pour une raison très simple. Heureusement qu'on l'a pas fait. Je sais pas, je Et pense- j'espère qu'on va pas le non, faire, Non, c'est ce je que vous êtes en train de pense, dire. je pense qu'ils sont en train de la faire. Oui, Ils sont en train de la c'est faire. ce Ils qui sont est en train de la l'actualité, faire. ouais. Ils sont en train de la faire. La règle de base en matière de gestion des risques, c'est qu'on éclate les risques, on ne les concentre pas. Et là, on est en train de concentrer les risques. Imaginez. Donc je solutionne pas quoi. Non, au contraire, Seulement, j'aggrave. ouais. J'aggrave parce que vous avez imaginé que si on avait deux régimes de retraite, l'un sain et l'autre mauvais, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de les fusionner. Comme ça, on contamine. Au contraire, il fallait éclater les régimes de retraite. Et comme ça, on a une pluralité de régimes. Et quand j'ai le problème dans un seul régime, c'est localisé. Je n'affecte pas tout le reste. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On continue à confier ça à la gestion publique et on va avoir créé deux pôles avec l'idée à terme d'avoir un seul pôle. Oui, et c'est comme ça, je ça, pense que c'est un peu le cheminement, ouais. alors si on a un problème, c'est tout l'édifice qui va s'effondrer. Au lieu d'avoir plusieurs régimes et des gestions Mais je rappelle que plusieurs dynamiques. régimes, on est sur plusieurs régimes aujourd'hui. Je crois qu'il y a 6, 7, 8 régimes, y compris Ouais. les régimes agricoles, Oui. et on est en difficulté. Tant mieux. Voilà. Donc, Attention. et on n'a pas trouvé de solution Ah, et la problématique du financement se c'est pose. différent. Donc si vous dites qu'on non, va non, unifier. non, Rachid, c'est différent. Oui. Parce qu'ici, quand on a un problème, c'est dans un seul régime. On n'a pas contaminé tout le reste. Imaginez maintenant la CIMR qui est en bonne santé, la CNSS qui s'en sort encore, fusionner tout ça avec des caisses malades. Et vous allez voir que tout l'édifice sera contaminé. Donc, Maintenant, on a plusieurs autres régimes, tant mieux. Quand on a un problème, c'est dans un seul régime et on peut le traiter. Maintenant, vous fusionnez tout et vous allez avoir un gros château qui va s'effondrer comme ça, comme un château de cartes. Donc pour vous, est-ce que vous considérez que cette année 2019 ça va être l'année aussi, parce que peut-être de la réforme fiscale, en tout cas avec les assises, mais ça va être essentiellement, même si la fiscalité a du sens aussi dans les caisses de retraite, parce qu'il y a aussi la pression des taux qui pèse sur les retraités, les futurs retraités, ça va être les retraites. Et qu'il y a une véritable urgence aujourd'hui à trouver des solutions pour trouver des sources de financement nécessaires, parce qu'aujourd'hui on parle d'un endettement croissant, endettement public, d'aller sur les marchés internationaux. On est en train de se préparer d'ailleurs pour lever 1 milliard d'euros. Voilà. Est-ce que pour les caisses de retraite, sources de financement, il va être important de mettre ça sur la table et peut-être de créer un vrai débat aussi national là-dessus, sur vis-à-vis des comment financer les pensions de retraite à la fois des fonctionnaires aujourd'hui et à la fois certainement du secteur privé dans les prochains jours, mais au travers d'un vrai débat national. Écoutez, si les institutions de ce pays fonctionnaient normalement, on n'aurait pas besoin d'autant de débats. Nous avons un Parlement, nous avons un Conseil économique et social, nous avons des chambres de commerce, nous avons des acteurs, une CGM, donc nous avons plusieurs acteurs qui passent leur temps à parler. Mais maintenant, on sait ce qu'il faut faire, mais on n'ose pas le faire. Aujourd'hui, si on veut passer à une retraite par capitalisation, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de casse. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de filer la patate chaude au gouvernement suivant. De même que pour la fiscalité. Aujourd'hui, si on veut réformer la fiscalité dans ce pays, ça veut dire qu'on va prendre beaucoup d'actions douloureuses. Et on ne veut pas le faire parce qu'on a de plusieurs équilibres sociaux, politiques, économiques, régionaux, culturels, tout ce qu'on veut. Abaisser l'IS, est-ce que c'est prendre un risque? Abaisser l'IS, est-ce que c'est prendre un risque? Oui, mais alors baisser... Est-ce que c'est sensible? Oui, mais BCIS, mais en contrepartie, il faut agir sur les dépenses publiques. Sinon, vous allez creuser les déficits. Alors maintenant, si vous voulez baisser l'IS, c'est une bonne chose. Mais que faire de la masse de dépenses publiques à laquelle vous devez faire face tous les jours? Rationaliser les dépenses publiques. Voilà, alors ça va être compliqué. Mais surtout le contexte actuel en plus. Surtout quand on est face à de nouveaux rounds de dialogue social. Et aujourd'hui, nous sommes, je pense, l'un des rares pays au monde où l'effectif a progressé de 7% sur les 10 dernières années, mais la masse salariale a progressé 3 ou 4 fois plus. Au niveau de l'administration. Publique, au niveau de la fonction Il y a une étude, je crois, en cours aussi. Non, mais la Cour des comptes a déjà fait un rapport qui est très édifiant à ce niveau-là, qui est très intéressant d'ailleurs, et qui dit qu'aujourd'hui, le Maroc est un pays où les fonctionnaires sont bien payés. Tant mieux pour eux. Je ne suis pas là pour
En tout cas, ils sont mieux payés. Ils sont mieux payés Le salaire moyen dans la fonction publique est supérieur au salaire moyen dans le privé. Mais ça, c'est quoi? Vous savez, comme disait Milton Friedman, il n'y a pas de repas gratuit. C'est-à-dire, vous prenez d'ici, vous devez payer ailleurs. On prend quelque part. Ouais. C'est aujourd'hui, si vous augmentez les dépenses publiques à travers la rémunération des fonctionnaires, il faut augmenter soit l'impôt, soit la dette. Il n'y a pas de 36 000 solutions. Et quand on veut faire ni l'un ni l'autre? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. On est dans une situation de blocage psychologique. Soit vous financez par l'impôt, soit vous financez par la dette, soit vous n'augmentez pas les salaires. Il n'y a pas une tierce solution. En tout cas, au bout du compte, c'est tout le monde qui paye. Au bout du compte, c'est tout le monde qui paye. C'est le contribuable. Ça va tomber sur le contribuable et c'est sur la machine économique qui est en train de ralentir. Merci Nabil Adel. Merci beaucoup. Vous avez ralenti pendant votre débat de décryptage de la situation économique, la conjoncture et aussi des pistes de relance économique. C'est important aussi de planter les véritables enjeux sur les commerçants grossistes. Voilà, c'est important pour les uns et les autres de bien saisir les enjeux. Après, chacun se fait sa propre opinion. Exactement. C'est le but du débat. Et merci pour l'invitation. Merci à vous Nabil Adel, enseignant-chercheur à l'ESCA, analyste économique, et je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup également.